Nous poursuivons donc avec le deuxième temps de notre matinée de réflexion. Santé des dirigeants, santé des salariés, mêmes enjeux, mêmes problématiques. Et donc nous allons accueillir comme intervenant Rosaire Gobe, directeur régional de l'ARACT Guadeloupe, Laure Chancelme, psychologue du travail de l'Observatoire à Maroc, Paul Prima, professeur de médecine du travail et auteur du rapport sur la santé au travail, Nicole de Fontenay de l'IDE-MEDEF Guadeloupe, membre du comité de suivi, Marie-France Tibus sera également avec nous, administratrice de la CPME Guadeloupe, membre aussi du comité de suivi, Jean-Pierre Baden de la CGTG, Chantal Azor, chef d'entreprise du secteur artisanal, membre également du comité de suivi. Nous aurons aussi Agnès Lautonne, directrice adjointe du travail de la DETS, et Jean-Jacques Gallet, médecin du travail au CIST, une table ronde très garnie. Et donc Rosaire Gobe, directeur régional de l'ARACT Guadeloupe. Bonjour à tous et à toutes. Donc cette première table ronde nous a permis de poser le cadre concernant les éléments qui sont à notre disposition aujourd'hui en termes d'études qui nous permettent quelque part d'essayer, de tenter d'appréhender une thématique qui constitue pour nous un terrain largement en friche. Et pour nous, au niveau du réseau, c'est important de tenter la passerelle. C'est comment on fait pour passer d'une approche purement individuelle qui est celle concernant le chef d'entreprise à une affaire qui sera finalement une question de santé pour tous. Et c'est en cela que l'intérêt de cette seconde table ronde pour tenter l'articulation de l'approche de l'individuel et du collectif. Globalement, 2-3 choses à dire rapidement. C'est que lorsqu'on parle de chef d'entreprise, donc derrière cette dénomination unique, on a des situations qui sont très différentes par des effets de taille de l'entreprise, par des questions de secteur d'activité, et la crise sanitaire nous le montre. Tous les secteurs ne subissent pas les mêmes effets de cette crise, et je dirais aussi de la place de l'entreprise dans la chaîne de valeur, de façon plus globalement. Si on est sous-traitant ou si on est donneur d'ordre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc tout cela, ce sont des éléments qui peuvent avoir un impact dans la perception que le chef d'entreprise peut avoir de sa propre santé. Finalement, globalement, un deuxième élément qui ressort, c'est qu'on est, notamment lorsqu'on aborde des questions de santé mentale, on a affaire à ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et on voit bien que la question des risques psychosociaux, à travers ce qui vient d'être dit, qu'il y a une dimension finalement universelle de cette affaire. Qu'on soit chef d'entreprise ou salarié, nous sommes tous concernés. Et donc c'est comment nous traitons la question de la santé mentale au travail, qu'on soit dirigeant ou salarié. Et par ailleurs, on a ici, au niveau de la Guadeloupe, nous avons un sondage qui a été publié récemment par Calistat qui le montre encore. Et en fonction de là où on se trouve, il y a quand même quelques difficultés. Les chefs d'entreprise ne se sentent pas trop bien dans ce contexte-là. Donc finalement, et là je reprends un peu les termes des travaux publiés récemment par le professeur Torres dans la revue française de gestion, on a bien ce qu'on peut appeler un effet de contagion. Donc santé des dirigeants, santé des salariés, tout cela s'articule et on l'a dit tout à l'heure, donc si on ne traite pas l'une et en traitant seulement l'autre, il y a un souci et finalement c'est l'entreprise qui peut en pâtir. Alors, en termes de questionnement, ce que cela relève, si on veut tenter cette articulation, c'est à mon sens l'appréhender du point de vue managérial. Puisque un chef d'entreprise, il a des salariés, il est un manager. On a des travaux qui là aussi ont été conduits, notamment par Miss Berg, autour des rôles du manager, avec trois grands registres. Un registre interpersonnel lié aux relations, un registre dans le transfert d'informations et un registre décisionnel. Donc là, on peut rentrer dans une approche du travail concernant le chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait? Comment se déroulent ses journées? Et dans le cadre de ces activités, quelles sont les activités qui pourraient être déployées autrement? Lorsqu'on parle de mieux organiser son temps, il pourrait l'organiser en faisant quoi? Donc on peut avoir là aussi quelques pistes. Et finalement travailler autour d'un soutien organisationnel, un soutien global. Un soutien global à la fois en interne dans l'entreprise, comment on peut venir en aide au chef d'entreprise tout en aidant l'entreprise de façon générale, ou alors un autre périmètre qui sera un périmètre un peu plus large à travers les réseaux.
comment il s'inscrit dans des réseaux locaux, voire territoriaux. Et c'est une autre façon aussi, là aussi, de tenter d'articuler l'individuel et le collectif. Pour conclure, il me semble qu'il y a quelques thématiques qui peuvent ressortir lorsqu'on aborde cet enjeu de traitement collectif à partir des quelques données actuellement à disposition. Il me semble qu'il y a un premier sujet, c'est celui de la délégation. C'est comment on fait pour déléguer. Si on est surchargé, peut-être y a retravailler la question de l'organisation, la question de la délégation, qui peut faire à votre place et qui peut faire comment. Ce faisant, en posant la question de la délégation, on arrive tout de suite aux questions de compétences. Parce qu'évidemment, c'est déléguer quoi et à qui. Et comment on fait pour préserver la compétence collective en interne. Vous avez de multiples compétences et vous avez notamment des compétences qui sont d'ordre stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on ne peut pas partager? Parce qu'évidemment, le chef d'entreprise, il a un certain nombre de domaines privilégiés. Donc, il faut un travail approfondi de ce type-là. Et finalement, d'un point de vue plus global, quel est l'environnement que l'on crée pour permettre de faire en sorte que tout cela fonctionne, que ces compétences collectives soient efficientes et finalement qu'on travaille autour de ce qu'on appelle des environnements capacitants, qui permettent à tout un chacun de pouvoir travailler. Donc, comment on travaille un autre sujet, un troisième, serait celui de l'autonomie. Comment développer l'autonomie en interne dans les entreprises et finalement, comment donner de la marge de manœuvre. Comment faire en sorte qu'on puisse agir en toute sécurité et tout cela sont des éléments qui peuvent faciliter la question du traitement de la santé du dirigeant. Autre sujet, ce serait le sujet du management en tant que tel. Finalement, comment on voit quels sont les rôles et les perceptions du chef. Comment on le voit et intégrer une dimension humaine, parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise souffrent d'une chose, c'est de la vision de leader. De leader et finalement qui peut être une vision qui peut être pesante et voire limitative dans certains cas et à défaut être pathogène carrément. Donc finalement, comment on aborde cette question du management, comment le chef d'entreprise crée sa façon de manager et comment il est lui-même perçu par lui-même et par ses équipes. Et enfin, il me semble qu'il y a le sujet évidemment de la prévention. De la prévention, de la santé au travail pour tous, autour de la question de la charge de travail, autour de l'organisation, autour des risques psychosociaux. Donc comment on met en place une politique de prévention des risques qui soit la plus large possible, qui soit intégrative, qui prenne en compte l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc finalement, quand on pose l'ensemble de ces sujets, on est bien dans une articulation entre des enjeux de santé et de la qualité de vie au travail. Et une qualité de vie au travail pour tous. Et en cela, je me réfère à l'enquête Malakoff Humaniste parue en fin d'avril dernier, qui l'évoque. Donc 80% des chefs d'entreprise sont convaincus que pour l'avenir, il faudra travailler autour de la santé et de la qualité de vie au travail. Voilà donc les quelques points que je peux retenir pour tenter cette articulation de l'individuel, du collectif, du chef d'entreprise et de ses salariés. Parfait, merci. Rosaire Gob, je rappelle que nous sommes dans le deuxième temps de notre rendez-vous de ce matin. Deuxième table ronde, comment faire le lien entre santé des dirigeants et santé des salariés? On va accueillir à présent Laure Chancelme. Vous êtes psychologue du travail et donc vous travaillez donc avec l'Observatoire Amaroc et vous êtes donc souvent au contact, à l'écoute des dirigeants. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors oui, je suis psychologue de travail à l'Observatoire Amaroc et parmi mes missions, j'ai la gestion de la ligne d'écoute qu'on a mis en place pour les chefs d'entreprise en difficulté et donc notamment la prévention du burn-out chez les chefs d'entreprise. Et donc, au travers des différentes conversations téléphoniques que j'ai pu avoir avec plusieurs centaines de chefs d'entreprise, je retrouve des choses qui sont assez communes entre tous ces dirigeants qui se retrouvent dans cette spirale infernale du burn-out. Premièrement, c'est le rapport existentiel qu'ils ont avec leur entreprise. En fait, on a souvent cette expression qu'on va entendre chez certains chefs d'entreprise qui est « mon entreprise, c'est mon bébé, mon entreprise, c'est une extension de moi-même » ou « mon entreprise, c'est une partie de mon âme ». Ce qui sous-entend que le jour où l'entreprise peut être en difficulté,
Donc, notamment difficultés financières, hein, c'est ce qui va en général poser le plus de problèmes pour les dirigeants, c'est les problématiques financières de l'entreprise, parce que le risque derrière, c'est la liquidation judiciaire, donc la perte de ce fameux bébé qu'on aime tellement. Et donc, ce rapport existentiel, il va mettre le chef d'entreprise en danger à partir du moment où l'entreprise va être en difficulté. Parce qu'en fait, il va se mettre à travailler beaucoup plus, à dormir beaucoup moins, à rogner sur tous ses loisirs et ses temps personnels et aussi sur ses temps en famille pour pouvoir essayer de sauver l'entreprise. Et en fait, en faisant ça, il va obtenir tout l'inverse de ce qu'il recherche. Parce qu'il va s'épuiser, en fait, en se mettant dans cette logique-là. Et donc moi, je dois toujours leur rappeler qu'une entreprise, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un être humain, c'est avant tout un outil de travail, alors qui génère tout un tas de choses positives, hein, comme l'épanouissement professionnel, bien sûr, la création d'emplois, la création de projets, la création de richesses aussi. L'entreprise, c'est tout ça, et c'est pour ça que c'est si positif d'ailleurs, et c'est pour ça que entreprendre, à la base, c'est bon pour la santé. C'est parce que ça génère tout un tas de facteurs de satisfaction. Mais voilà, ce n'est pas un être humain, parce que se préparer psychologiquement à la perte de son bébé, de son enfant ou d'une partie de son âme, ce n'est pas possible. Et donc, c'est important de repositionner l'entreprise là où elle doit être, c'est-à-dire autour de l'individu. C'est l'individu qui doit être au centre de sa vie, ce n'est pas son entreprise. Et ça, c'est vraiment très important. Et le professeur Torres le dit très souvent. Oui. Oui, on va vous demander de poursuivre dans un instant parce que nous avons un impératif avec Madame la députée, pas de problème. Madame la députée Charlotte Parmentier-Lecoq qui aura quelques impératifs dans l'hémicycle de l'Assemblée tout à l'heure. Et donc c'est maintenant que nous pouvons la voir. Vous êtes avec nous, bonjour Madame. Oui, bonjour à tous et pardon vraiment pour cette intrusion on s'adapte. Très impolie. Vous êtes donc députée. Votre propos, Madame Chancel. Vous êtes donc députée à l'initiative d'une proposition de loi sur la santé au travail suite au rapport dont vous avez été l'auteur en 2018. Et donc c'est un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez, qui vous passionne. Oui, très bien. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier Madame Duflot pour son invitation et vous aussi, Monsieur Gomme, de me faire participer à ce séminaire qui m'intéresse à plusieurs titres et aussi qui me permet d'avoir un petit lien avec mon île natale qui est la Guadeloupe. Donc, je suis contente d'être avec vous, au moins en pensée aujourd'hui. Je voudrais saluer nos amis qui sont autour de la table et parce que nous nous connaissons bien, Monsieur Torres, Monsieur Abadi, Professeur Frima, que je vais avoir le plaisir de rejoindre bientôt également. Vous toutes et tous, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très contente de participer avec vous à ce temps. Je suis vraiment désolée pour l'intrusion et les contraintes de timing, mais en réalité, là, on est en train de voter le texte sur l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Au sujet ô combien, vous en conviendrez, important également. Et donc, je suis attendue pour voter et présenter ensuite un amendement. Alors, sur le sujet de la santé des dirigeants d'entreprise, il y a déjà beaucoup de choses. J'ai pu, depuis quelques minutes, écouter, donc j'ai pu entendre les éléments qui ont été apportés. Je connais bien les travaux du laboratoire à Maroc, d'Olivier Torres, de Laure Chancelme. Et j'ai eu le plaisir de les rencontrer à Montpellier. Et c'est vraiment un sujet, je pense, qui est en train de monter dans les préoccupations finalement de tous et des dirigeants d'entreprise eux-mêmes sur l'importance de pouvoir relier, et d'ailleurs c'était très bien dit à l'instant, la santé du dirigeant avec celle de l'entreprise dans ce rapport un peu fusionnel, mais aussi parce que si le dirigeant n'est pas bien, forcément, ça impacte complètement sur le bon fonctionnement de l'entreprise et sur ses emplois. Donc, il y a un enjeu extrêmement fort. C'est toutes ces réflexions et ces alertes et les travaux qu'on a pu conduire, notamment
conjointement avec le laboratoire Amaroc. En tout cas, on s'en est inspiré avec ma collègue Carole Grandjean dans notre réflexion sur la construction du texte de loi sur la santé au travail. Et on a pu voir aussi sur le terrain que d'ores et déjà, on a des services de santé au travail qui accompagnent les chefs d'entreprise, qui leur proposent de participer au même parcours finalement, alors avec des adaptations bien sûr, mais au même parcours que celui du salarié sur leur propre santé individuelle. Et nous, ça nous a semblé être des bonnes pratiques très importantes et à soutenir, puisque d'abord, ça prend soin de la santé du dirigeant lui-même, et puis parfois, ça lui permet de prendre conscience un peu de l'état de sa santé physique et psychique, qui peut parfois être très, très dégradé, pour tous les facteurs que vous avez déjà évoqués. Et puis parce que quand le dirigeant d'entreprise est lui-même engagé avec le service de santé au travail, ça crée du lien et ça crée aussi, ça amplifie son implication dans la démarche de prévention des risques qu'il va mettre en place ensuite auprès de ses équipes. Donc pour nous, c'était très important. Et donc on a souhaité inscrire dans la loi que les services de santé au travail apportent également une prestation de suivi individuel, mais aussi un accompagnement, une implication du chef d'entreprise dans la démarche de santé au travail. Donc c'est ça, je veux dire, sur le dirigeant d'entreprise, c'est un des points prépondérants du texte de loi. Donc lorsqu'il sera mis en œuvre, ça fera que les services de santé au travail devront prévoir cette offre spécifique et communiquer sur cette offre. Et puis, d'autres avancées sont apportées dans la loi, comme le fait que le médecin du travail puisse accéder au dossier médical partagé du salarié et donc, a fortiori, du dirigeant d'entreprise, ce qui permettra d'avoir là aussi peut-être une vision plus large, plus globale de l'état de santé du dirigeant d'entreprise. En tout cas, c'est pour les parlementaires, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup adhéré tous ensemble, qui dépasse aussi les bancs, les différents bancs politiques de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quand même un thème sur lequel on est très engagé. Et le texte de loi va maintenant bientôt passer au Sénat. Et je peux témoigner aussi de l'engagement des sénateurs sur ce champ. Donc, merci en tout cas de pouvoir continuer ces échanges et de mettre le projecteur sur ces chefs d'entreprise. Très bien. Merci à vous, Madame la députée, pour votre intervention. On va pouvoir reprendre le cours de l'intervention de Laure Chancelme. Oui. Désolé. Hein. Donc voilà. Oui, merci beaucoup. Donc voilà. Donc, pardon encore, vraiment. Pardon. Non, il n'y a pas de souci, Madame la députée, pas de problème. Non, donc, je disais, oui, le professeur Torres dit très souvent que le premier capital immatériel d'une entreprise, c'est la santé de son dirigeant. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler aux chefs d'entreprise le plus souvent possible, parce qu'ils ont tendance à l'oublier. Et ils ont tendance à oublier que sans eux, rien ne fonctionne. Donc, c'est important de les amener à se repositionner au centre de leur vie, c'est-à-dire eux au milieu et autour, on va articuler la vie professionnelle, la vie familiale, la vie associative, la vie sociale, mais c'est l'individu qui doit bien être au centre et non pas l'entreprise. Et c'est souvent l'inverse. Donc, moi, quand je les ai au téléphone, c'est ce que je les aide à comprendre, c'est j'essaye de repositionner un petit peu tout ça avec eux. Mais c'est vraiment important de travailler sur ce rapport existentiel parce que du coup, ils ont aussi souvent tendance à attendre de leurs salariés le même investissement qu'eux-mêmes envers leur entreprise. Ce qui va générer de la déception parce que le salarié n'est pas impliqué, n'est pas aussi impliqué émotionnellement et aussi financièrement dans l'entreprise que le dirigeant. Donc, on ne peut pas lui demander autant d'investissement que de la part du dirigeant de l'entreprise. Un autre point important, c'est qu'on s'est rendu compte que de les amener à se questionner sur leur santé, à travers des questionnaires, à travers des sondages, ou tout simplement à travers des interviews ou des moments comme ceux qu'on a aujourd'hui, les amène à vraiment se préoccuper ensuite de la santé de leurs salariés. En fait, ils comprennent
rapidement qu'ils ont ce qui ne va pas chez eux, enfin les problématiques qu'ils ont, notamment sur le burn-out. Donc du coup, ils acceptent plus facilement d'avoir de l'aide. Et en parallèle, du coup, ils comprennent l'importance de se préoccuper aussi de la santé de leurs salariés, parce qu'ils font bien le lien entre santé et travail. Et c'est plus facile, on a remarqué que c'était plus facile et que ça marchait mieux lorsqu'on les amenait à se questionner sur leur propre santé d'abord. Voilà, donc ça, c'est un point qu'on a vu ensemble. Autre point important sur la prévention du risque de burn-out, c'est de les amener à se fédérer, c'est-à-dire à rentrer un petit peu dans des clubs de dirigeants, dans des fédérations patronales, pour lutter contre l'isolement. Et parce que souvent, à la maison, ils vont pas pouvoir parler de leur entreprise à leur famille comme ils pourraient le faire avec d'autres dirigeants. Et du coup, avoir peut-être des pistes d'action, des pistes de réflexion en discutant avec d'autres chefs d'entreprise. Ça, c'est, par exemple, un chef d'entreprise que j'ai eu hier au téléphone me disait ça. Il me disait, je ne peux pas en parler à ma femme. Elle n'est pas capable de m'écouter sur ce que je fais dans mon entreprise. Elle s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, quand je lui expose des problématiques, elle me donne des réponses comme repose-toi ou dans ce cas-là, travaille plus ou travaille moins, ou des choses en fait qui sont pas ce que le chef d'entreprise attend comme réponse. Et donc, je l'ai amené à se rapprocher d'un club de dirigeants pour avoir cette écoute qu'il ne peut pas avoir à la maison. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, et donc des moments de retrouvailles comme aujourd'hui, parce qu'il y a je suppose qu'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, c'est le but. C'est aussi de pouvoir ensuite discuter, échanger sur leurs propres difficultés. Donc ça, c'est vraiment très important. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions précises, à me les poser. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Parfait. Voilà. Merci à vous, Laure Chancelme. C'est vrai que se pose aussi avec acuité la question de l'isolement du dirigeant, qui est problématique également. Nous allons accueillir à présent Paul Prima, professeur de médecine du travail et auteur du rapport sur la santé au travail. 40 ans de travaux dans ce domaine. Monsieur Prima ? Absolument, absolument. Vous m'entendez ? Oui, Frima, pardon. Non, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement de m'accueillir. Merci effectivement de me permettre de retrouver Olivier Torres, que j'avais rencontré il y a une petite quinzaine d'années au tout début de ses travaux. Merci effectivement de permettre, j'allais dire, l'avancée de cette problématique santé-travail avec l'intervention de Charlotte Lecoq. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, 40 ans. 40 ans, ça fait parfois ancien, mais la réalité de la réflexion actuelle, personnellement, je l'avais dès les années 75 avec cette approche de santé globale dans l'entreprise, mais le fautif là-dedans, c'est notre société et c'est notre représentation sociale. J'allais dire, pourquoi la santé-travail, qu'on appelait à l'époque médecine du travail, s'est réduite au suivi des salariés. Pourquoi ? Parce que la loi de 1898 sur la réparation des accidents de travail et le dispositif accident de travail, maladie professionnelle est un dispositif de réparation. On a fonctionné pendant 40 ans avec un système de réparation. Et quand effectivement, dans les plans nationaux santé-travail dont on parlait, le 3 puis le 4 qui va arriver, on met en place la prévention primaire, on voit bien la difficulté que l'entreprise a à mettre en place ce dispositif, mais de la même manière, la difficulté qu'ont les partenaires, en particulier employeurs, de mettre en place ces politiques de prévention primaire. Rappelez-vous, la directive 89, on est en 2021. Donc derrière, il y a effectivement une lenteur du dispositif. Olivier est venu à Lille en 2014 pour parler de la santé des dirigeants. Personnellement, dans les années 80, j'avais lancé des actions effectivement avec la MSA sur les l'agriculture. Et il est vrai que quand j'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment, l'élément le plus intéressant pour faire bouger l'employeur, c'était l'épouse de l'employeur.
Car effectivement, c'est en travaillant avec les épouses qu'on arrivait à faire avancer la problématique de la santé. Exactement. C'est vrai que la problématique de la santé des employeurs, la santé des salariés, c'est la santé de l'entreprise. La santé de l'entreprise, le problème, c'est qu'il y a encore quelques années, santé des entreprises, c'était un coût. C'était effectivement des problèmes financiers, alors que la santé, c'est un investissement. Donc derrière, il faut effectivement que collectivement, on avance, j'allais dire employeur comme salarié, dans cette démarche de performance dont M. Abadi parlait et d'autres intervenants. Donc c'est vrai que c'est un changement de paradigme, parce que effectivement, comme l'a rappelé Charlotte Lecoq, certains services de santé font déjà des suivis individuels d'entreprise. Personnellement, ici sur l'île, un service de santé voit spécifiquement la problématique des artisans. Alors, entre nous, j'allais dire, la Guadeloupe, je la connais un tout petit peu. Je suis plus souvent allé en Martinique. Mais à la limite, en Guadeloupe, si vous avez la volonté, mais négociez en particulier avec la DREX et avec les services de santé et mettez en place un suivi de santé. Ce n'est pas interdit. J'allais dire, on peut tout à fait développer ces dispositifs. Car effectivement, j'allais dire, cette problématique de suivi de santé des salariés, c'est un règlement. Et ce règlement va évoluer comme la loi va évoluer. On met, effectivement, comme Charlotte Lecoq vient de le dire, les employeurs, les indépendants dans le dispositif, parce que, effectivement, on souhaite que les services de santé puissent être à l'interlocuteur. Mais là encore, rappelons-nous, en 1946, les indépendants n'ont absolument pas voulu être dans le dispositif. Et on a réduit effectivement en 1946 la problématique du suivi au seul suivi des salariés. Donc, derrière notre société, elle évolue. On est passé de médecine du travail à santé au travail. Santé physique, santé psychique, tout ce que vous voulez, santé globale. Et effectivement, à l'heure actuelle, on a du mal à considérer l'entreprise comme un ensemble d'individus. On est bien un collectif au service de quelque chose, pour quelque chose. Et effectivement, si la loi passe avec ce dispositif, les services de santé pourront développer des aspects particuliers, en particulier, comme on l'a dit, et comme Olivier Torres le disait, pour les TPE et les PME. Car c'est l'enjeu. Les services de santé, pour moi, je l'espère dans la loi, doivent devenir effectivement un interlocuteur privilégié des TPE-PME. Mais là aussi, restons raisonnables. En 1946, dans la loi, il était marqué que le médecin du travail était le conseiller du salarié, de l'employeur. Mais curieusement, ça a disparu. On est resté sur une problématique de réparation, de règlement, de suivi médical. Et comme je l'ai écrit il y a plus de 20 ans, aucune visite médicale ne peut résumer une politique de prévention, en particulier primaire. Donc, c'est vrai que l'enjeu de la santé de l'entreprise, c'est l'enjeu de la santé de l'employeur, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, et l'enjeu de la santé des salariés. Le dispositif va évoluer, et c'est vrai que le conseil que je peux donner, ça a été dit un petit peu dans les interventions les dernières, ça s'est mis en place ici dans la région avec la problématique du Covid, où effectivement on voit bien l'intérêt qu'au sein des services de santé, comme au sein des branches professionnelles, comme au sein des chambres consulaires, on mette en place des dispositifs d'accompagnement, entre guillemets, des chefs d'entreprise en difficulté. On a tous le droit d'être en difficulté. On a tous le droit d'être, entre guillemets, malade. Et donc, derrière, il y a effectivement cet accompagnement qui doit se faire, j'allais dire, à la fois par un dispositif réglementaire, mais aussi dans le cadre d'un continuum. Et si je termine simplement sur 2 petits points, et après, je resterai un petit peu, mais je m'en excuse, j'ai une autre conférence à partir de 5 heures en Nord Métropole, et donc je vais être un peu gêné aux entournures. Mais derrière, l'enjeu pour nous, je suis employeur,
pour nous, employeurs, c'est bien effectivement de connaître notre entreprise, de connaître nos salariés, d'avoir identifié les risques de notre entreprise, donc derrière d'avoir évalué. Et donc derrière, et la loi va peut-être le mettre en place un plan de prévention au sein même de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là, on l'avait eue avec Françoise Conceau en 2008, quand on avait écrit le premier rapport sur la santé au travail. Donc ce plan de prévention, mais c'est le texte interne de l'entreprise qui peut être effectivement aussi co-construit avec les partenaires sociaux, avec le CSE. Le suivi médical fera partie du dispositif. Mais il n'y a pas que le suivi médical. Il y a effectivement tout cet aspect particulier d'accompagnement sur l'ensemble des problématiques, j'allais dire, de performance de l'entreprise. Donc, moi, je voudrais vous féliciter en tant que Guadeloupe et en tant que Chambre, en tant qu'ARACT, sur cette démarche. Je sais que ça se fait dans d'autres ARACT. Je sais que parfois, j'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert, mais on s'aperçoit que la loi, petit à petit, évolue. Et donc, on pourrait tout à fait concevoir, alors ayant beaucoup travaillé dans le BTP, avec l'OPP-BTP, on avait lancé des actions spécifiques sur des branches professionnelles particulières. Mais je pense que dans une île comme la Guadeloupe, vous êtes tout à fait en capacité de développer, y compris peut-être dans le cadre de votre PRST 4 spécifique, mais des actions spécifiques pour une branche avec un suivi, y compris des entreprises et des employeurs. Encore un grand merci, j'allais dire, pour m'avoir permis d'intervenir. Bravo. Merci à vous. Bravo. Merci à vous, professeur Frima, pour cette intervention. Bravo, professeur Frima. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais un mot, je voulais vous témoigner à la fois toute mon estime et permettez-moi toute mon affection, parce que votre passion est transmissible et je salue en vous ce souffle que vous m'avez donné il y a 12 ans, lorsque je suis parti de rien, et vous m'avez donné une chose, une force essentielle, c'est l'envie d'aller de l'avant. Voilà, et je tiens à le dire publiquement. Merci. Merci professeur. Merci. Merci. Merci à vous. Nous allons poursuivre après le professeur Frima. Jean-Pierre Baden de la CGTG, membre également du comité de suivi. On est toujours dans cette deuxième table ronde. Comment faire le lien entre santé des dirigeants et santé des salariés? Monsieur Baden, on pourrait s'interroger sur votre intérêt pour le sujet, sachant qu'en règle générale, les syndicats assurent plutôt la défense et se soucient plutôt des salariés. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Donc, oui, il ne faut pas être étonné. Ça fait bon nombre d'années que je suis à l'ARAC, où là, nous avons, dans le cadre du dialogue social, dans les échanges, effectivement, une vision plus globale, effectivement, dans l'entreprise. Et donc, c'est tout à fait normal que la CGTG, aujourd'hui, puisse apporter, effectivement, cette contribution. Donc, non, pas étonné, nous sommes dans la continuité, je dirais, à la CGTG. Le 7 mars 2017, où là, nous avons participé et nous avons signé d'ailleurs cette synthèse de dialogue social. Je pense que ça s'accorde totalement avec l'autre sujet des dirigeants. Parce que c'est au travers, on l'a dit, le professeur Frima vient de le dire, c'est dans ce dialogue social, c'est dans la prise en compte, effectivement, de l'entité entreprise, donc ça veut dire toutes ces composantes, les salariés, mais bien sûr les dirigeants, qu'on peut effectivement avancer. Ce dialogue social, là-dedans, permet au niveau législatif également, au travers des accords, de mettre en place des outils, certes qui existent, mais pas suffisamment dans les très petites et les moyennes entreprises, de la santé, que ce soit la santé des salariés bien sûr, mais également la santé des dirigeants. Donc nous pensons qu'au niveau de la CGTG, si les dirigeants aujourd'hui se trouvent assujettis à la même situation, au même droit de prévention de la santé, eh bien, ce sera plus simple, nous pensons,
que ces mêmes dirigeants puissent prendre en compte la santé, effectivement, de leurs salariés, mais que ça ne se limite pas simplement à l'aspect réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, malheureusement, eh ben, la santé au travail, on l'a dit, hein, la santé au travail n'est pas un investissement. Nous pensons que, et ça je peux peut-être parler pour les autres syndicats, nous pensons que la santé est un investissement au sein de l'entreprise. Nous pensons que le bien-être au travail, c'est un investissement dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, si tout le monde est en bonne santé, si tout le monde effectivement est heureux de venir au travail, eh bien forcément la performance de l'entreprise sera effectivement au rendez-vous. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement échapper à la situation sanitaire que nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons une catastrophe, hein, il faut le dire, au niveau social, chez nous et dans le monde. Mais nous parlerons de chez nous, où là, nous sommes sur une île exsangue au niveau du chômage depuis tantôt. Et là, la santé vient s'inviter à tous. Et je veux penser que cette situation que nous vivons, que nous n'avons pas demandé, nous souhaiter, puisse véritablement nous servir de boost, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'on puisse véritablement penser à la santé dans sa globalité au niveau, effectivement, dans l'entreprise. Donc, bien sûr, la CGTG s'inscrit dans cette dynamique et porte et continuera à porter sa contribution dans ce sens. Très bien. Voilà, je vous remercie. Une question, c'est l'approche que vous défendez là, elle est de plus en plus partagée au sein de votre organisation syndicale? Eh bien, notre organisation, elle est de plus en plus partagée parce qu'on est touché de plein fouet. Quand je vous dis, eh bien, au niveau de la santé, eh bien, nous avons des entreprises où là, par rapport à cette question sanitaire, on a droit à soit des chômages partiels, mais il y en a d'autres qui n'ont pas la possibilité d'y avoir droit pour les raisons que des fois on n'arrive pas à s'expliquer. Donc oui, la CGTG est concernée. Même au-delà, je dirais, de cet aspect sanitaire, bien avant, le professeur Frima l'a dit, nous sommes toujours, nous, dans le préventif. Malheureusement, le préventif a un coût. Et à un moment donné, c'est pas que où ça se passe, je dirais, de manière correcte au sein des entreprises, que la volonté de tout un chacun n'est pas là. Mais c'est vrai, il y a une réalité. À un moment donné, on est heurté à une question de moyens. Et c'est vrai, les très petites entreprises ou les moyennes entreprises ont des difficultés. Donc, c'est vrai qu'on a les syndicats et au sein de mon organisation un certain nombre de déceptions. C'est pour ça que j'ai commencé effectivement à présenter un peu à ceux qui ont été inscrits. Et je le répète, ça fait plus de 4 ans dans ce dialogue social. Malheureusement, notre secrétaire, avec toute notre commission, on s'est engagé et on n'a pas vu les avancées dans ce dialogue social. Et donc, c'est ça, à un moment donné, c'est vrai que on veut, et c'est pour ça que moi j'apprécie énormément l'ARAC, au-delà de tous ces outils, on veut véritablement que ces outils puissent servir de manière efficiente sur le terrain. Et donc, c'est à cela que la CGTG aspire et souhaite également. Parce que c'est vrai, je pense que tout le monde en a un peu fatigué des grandes messes et qui, au bout, qu'on n'arrive pas, les salariés, même les dirigeants, ne retrouvent pas sur le terrain. Très bien. Voilà.
Merci à vous, Jean-Pierre Baden de la CGTG, pour cette contribution. Nous poursuivons notre tour de table. Nicolas de Fontenay, pour le MEDEF Guadeloupe, membre également du comité de suivi. Comment faire le lien, monsieur de Fontenay, entre santé des dirigeants et santé des salariés? Bonjour, monsieur Fendéré, bonjour à tous. Et c'est intimement lié. Enfin, la santé des dirigeants, la santé des salariés est vraiment intimement liée pour l'entreprise et pour sa pérennité et pour son travail. Je voulais revenir un peu sur les éléments qui ont été évoqués, notamment, par exemple, quand on évoquait la QVT, la qualité de vie au travail, les RPS, ce sont des nouveaux éléments, même si les RPS commencent à dater, mais qui sont de plus en plus mis en avant et qui n'existaient pas. Donc on voit bien qu'il y a une avancée. Les prochaines échéances et les prochaines lois qui sont en préparation vont le démontrer. Il faudrait en effet que ces dispositions aussi soient appliquées aux dirigeants, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui le cas. Et donc, je voudrais revenir aussi sur faire une différenciation sur la taille de l'entreprise. Une entreprise importante avec un conseil d'administration, avec un comité de direction, avec un service RH, etc. Donc le dirigeant est moins isolé, il peut se concerter en interne, etc. Et moins soumis peut-être au stress, même si au final il faut qu'il décide. Hein. Il y a ce stress qui est généré par les échéances et les objectifs. Et puis les toutes petites structures où le dirigeant est seul et puis forcément peut-être pas avoir les moyens d'être accompagné par des consultants, par un service RH qui tient la route, etc. Et donc là, en effet, on peut avoir des situations assez dramatiques. Et je crois beaucoup, et là je parle par expérience, au réseau, et que ça soit justement des grandes entreprises ou des petites entreprises. Quand vous parliez tout à l'heure je crois que c'était le psychologue du travail, enfin du club de dirigeants qui sont, que ce soit au niveau syndical, que ce soit des associations. Moi, je fais partie d'associations, notamment l'APM, Progrès du Management, où on se retrouve tous les mois, qui est plutôt quelque chose de ludique, mais on fait toujours un tour de table au début en disant comment ça va aujourd'hui, quels sont les problèmes, et quand quelqu'un, là, comme c'est dans un environnement moins professionnel, les gens parlent et on essaye d'aider la personne qui est là. Donc je crois beaucoup à cette formule-là pour essayer de dégonfler ou d'aider les dirigeants. Il faut aussi, alors je me tourne un peu vers la médecine du travail, qui est à côté avec M. Gallet, qu'on se connaît depuis 20 ans maintenant, hein, puisqu'il est, voilà, presque. Et c'est vrai que donc, dans des grandes entreprises, il y a tout un système qui est mis en place, hein, avec les membres élus, etc. Donc il y a quand même un travail de prévention qui est fait, etc. Mais peut-être qu'en effet, le chef d'entreprise est de nature assez pudique, et il y a peut-être y avoir un déni un peu de sa situation personnelle, mentale, morale, etc., qui peuvent avoir des incidences. Mais un chef d'entreprise qui est stressé a forcément, son personnel le voit, et ça crée de l'anxiété. Et évidemment, à partir de ce moment-là, ça crée d'autres problèmes. Donc là, on s'aperçoit en effet que les choses évoluent d'un point de vue législatif. Donc j'en suis extrêmement satisfait. Et je pense qu'en effet, il devrait peut-être y avoir aussi, au niveau des dirigeants, une sorte de formation ou de montée en compétences, peut-être aidée par l'inspection du travail, pour anticiper tous ces problèmes-là qui n'étaient pas, justement, avant, on était plutôt sur des choses assez basiques, accidents du travail, etc. Et peut-être revenir un peu et former un peu, peut-être, en effet, sur tous ces nouveaux problèmes. Merci à vous, Monsieur de Fontenay. Marie-France Thibus, administratrice de la CPME Guadeloupe. Il était grand temps, Madame Thibus, de
se soucier, de s'inquiéter de la santé de nos dirigeants? Bien sûr. Alors, je vais au préalable... Approchez le micro. Oui, je vais au préalable transmettre le bonjour aux intervenants en distanciel. Monsieur Torres, avec qui on a cheminé depuis 2 ans, et effectivement, et puis tous ces intervenants qui nous apportent leur regard et leur connaissance de la chose. Merci beaucoup, et donc merci à tous. Effectivement, ce sujet sur la santé du dirigeant est un sujet essentiel. Essentiel, et aujourd'hui, je me rends compte, à la lumière de tout ce qui a été dit aujourd'hui par les techniciens, et même on a eu droit aujourd'hui à une très belle journée, une très belle matinée, puisqu'on a eu la députée qui va certainement encore enfoncer le clou sur tout ce qu'on rencontre. Alors, l'isolation, il faut reconnaître que le chef d'entreprise, c'est un homme isolé. C'est un homme isolé qui a aussi, et on en a parlé depuis longtemps, qui a aussi sa pudeur. Et quand il arrive, alors on est vraiment sur le plan local, le plan Guadeloupe, et quand ce chef d'entreprise arrive dans son bureau ou dans ses entreprises, il a tendance, même s'il est fatigué, même s'il est au bord de la crise du burn-out, comme on a dit, il a toujours tendance à vouloir minimiser sa situation et dire que tout va très bien. D'ailleurs, le travail, c'est ce qui embellit l'homme, le travail, c'est la santé, et donc il se porte en parfait état. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a eu l'occasion de mettre en place ces sondages, je me suis rendu compte, aux résultats que j'ai lus, je me demande, est-ce que vraiment ils seraient sincères? Ces résultats seraient sincères. Parce que sur les pourcentages qui ont été relevés du chef d'entreprise et sur ses conditions de travail, son état de santé, on a comme une ambiguïté entre le chef d'entreprise qui se dit dans un sondage moyennement bien ou bien et la réalité. Alors que, en fait, le chef d'entreprise qui, lui, sait de quoi il parle ou de ce qu'il ressent, il est en inadéquation avec la vraie réalité. Donc aujourd'hui, moi, je suis ravie parce que je me rends compte que de cette isolation qui était née justement d'une espèce de négligence du monde socio-professionnel, du chef d'entreprise, on le négligeait. Il était là pour être celui qui devait négocier sur l'économie au détriment de sa propre santé et faire en sorte qu'il aille bien envers et contre tout. Donc il faut qu'il soit bien parce qu'il a du personnel autour de lui. Bon, et c'est si vrai que même au niveau de la famille, et Madame Chancel m'en a un petit peu parlé, elle disait que le chef d'entreprise qui rentre chez lui et qui parle à sa femme de ses difficultés, a tendance à se retrouver seul parce que la femme, elle n'a pas la même écoute. Mais on revient en Guadeloupe, où en Guadeloupe, on sait qu'une majorité d'entreprises est une entreprise familiale. Alors, imaginez, moi-même, je suis d'une entreprise familiale où j'ai perdu mon mari il y a 2 ans précisément, et où on était au quotidien et pratiquement 24 heures sur 24 ensemble, avec des sujets de l'entreprise qui étaient récurrents, mais tous les jours et à longueur de journée. On ne pensait qu'à ça. Alors, comment vous voulez que sur une île où on parle de difficultés du chef d'entreprise, où il n'existe pas d'exutoire au chef d'entreprise, même les week-ends, un chef d'entreprise en Guadeloupe, il continue à travailler parce que pour lui, la semaine a été consacrée
à ses salariés. La semaine a été consacrée aux tâches administratives et il arrive en week-end, il a rarement le temps de se consacrer à sa famille. Aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'avec la situation sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui, le chef d'entreprise, il est perdu. Et on annonce déjà qu'il y aura des entreprises qui vont disparaître, non seulement par le fait économique de sa trésorerie qui aura largement diminué, ou même qui sera inexistante, mais par son état de santé qui n'aura pas été pris en compte. Et là, effectivement, le sujet devient un sujet prégnant parce qu'il y a urgence. Il y a urgence à réformer, à communiquer, à équilibrer les choses, parce que le dialogue social, il passe aussi par ça, par un équilibre des choses. Alors, on en a parlé avec le directeur de la santé, celui qui a parlé tout à l'heure, et là, on a M. Gallet qui, lui aussi, va donner son avis dessus, je pense. Mais c'est vrai que déjà, cet équilibre entre le suivi de l'état de santé du chef d'entreprise en Guadeloupe me semble primordial. Comment on peut admettre qu'un chef d'entreprise soit dans l'obligation de réaliser 70 heures, on a parlé de 60, et moi j'ai vite fait le calcul, on est loin de 60, on est plus à 70 qu'à 60. Alors, lorsqu'avec ça, on a autour de tous ces points qui nous insèrent, on a ces points qui sont, disons-nous, environnementaux du sujet, avec le salarié qui, lui, à son tour, a aussi des difficultés, qui doit emmener l'entreprise aussi à s'intéresser, parce que n'oublions pas que le premier besoin de salarié, c'est de son entreprise, à la fois financièrement, mais à la fois socialement. Le chef d'entreprise, il doit faire avec une salariée qui a un état de grossesse qu'il faut limiter, un salarié qui a un handicap, il faut aussi limiter. Donc tout ça, bon, vous savez, c'est un sujet qui est tellement prenant et qui, moi, m'a tellement intéressée avec Rosaire Gob au moment où on l'a initié, que j'aurais tellement à dire que je sais que le temps est limité un petit peu pour tout le monde, donc je vais un petit peu cesser et s'il le faut revenir sur d'autres points. Parfait. Voilà, la prochaine fois, l'ARAC te consacrera une journée entière, hein, parce que les débats sont très riches. Chantal Azor, chef d'entreprise du secteur bien connu dans le département, membre également du comité de suivi. Parlez-nous de la réalité de votre vécu lié à cette thématique de la santé des dirigeants au sein de votre entreprise. Bonjour à tous et merci Monsieur Gob. Je vais vraiment vous remercier parce que vous avez insisté beaucoup pour que je participe malgré les difficultés, puisque je suis chef d'entreprise mais je travaille seul. J'ai une employée et c'est moi qui suis à la confection, donc c'est de la pâtisserie. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Et pour preuve, aujourd'hui, j'ai préféré fermer mon entreprise parce que je ne pouvais pas faire autrement si je voulais participer à cette table ronde. Donc, et bizarrement, le hasard, on dit qu'il n'y a pas hasard, mais aujourd'hui, je vais vous exposer une situation que moi je vis et pour vous dire effectivement que la santé des dirigeants, il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas seulement le dirigeant, mais Monsieur Frima a parlé tout à l'heure que c'était avant la santé, comment dire, à l'origine, on devait s'occuper de la santé de l'entreprise, mais qu'on s'est focalisé sur la santé du salarié en oubliant celle du chef d'entreprise. Alors, je vais juste vous raconter une anecdote. J'ai un apprenti qui, pour des raisons XY, ne vient pas depuis 10 jours. Et au bout de 5 jours, arrive chez moi l'inspection du travail. Donc il est absent le lundi, le vendredi, l'inspection du travail arrive et elle vient prendre connaissance du cas de cet apprenti parce que la mère l'a appelé. Donc je lui explique, voilà, ce jeune est absent depuis lundi, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas d'arrêt de maladie et j'attends. Donc on s'explique, je lui donne les tenants et les aboutissants. Et quand elle me demande effectivement à voir le jeune, je lui dis que le jeune n'est pas là. Elle me dit, bon, mais elle rappelle, elle repart, elle va rappeler la maman pour savoir un peu ce qui se passe. Le lundi,
je n'ai pas de nouvelles. Et il se trouve que le jeudi, je reçois ces fameux arrêts de maladie, 12 jours après. Nous sommes le lundi 29. Et moi, ce qui m'a chagriné, et c'est alors je dis qu'il va falloir trouver les moyens de mettre une meilleure concertation entre les différents partenaires, et je parle là au niveau de la DIECT notamment, d'arrêter de stigmatiser le chef d'entreprise. Parce que moi, quand elle est partie, je lui ai dit, elle m'a dit, je vais appeler la maire et je reviens vers vous. J'attends toujours. J'ai appelé pour avoir des nouvelles, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. Alors, j'ai du mal à comprendre, et ça, c'est ma santé mentale aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre que sur un appel à 9h, à 10h, j'ai l'inspection du travail qui vient, mais qui vient en quelque sorte me condamner. Le jeune n'est pas là, c'est vous qui avez fait quelque chose. Voilà. Et en retour, je n'ai rien. Moi, on ne m'a pas appelé pour me tenir au courant. J'appelle, on ne me répond pas d'ailleurs. J'ai passé 3 coups de fil, on ne m'a jamais rappelé. Comment voulez-vous qu'on avance? Ma santé à moi, depuis 15 jours, elle est atteinte. Donc, il faudrait effectivement qu'il y ait une autre vision, et si ça ne vient pas du chef d'entreprise, il faudrait que les partenaires qui sont autour de nous aient une autre vision aussi du chef d'entreprise. Nous ne sommes pas que des bourreaux, nous sommes des êtres humains, et que nous n'avons pas forcément tort, ou en tout cas, il faudrait, je ne sais pas, moi je m'attendais à un dialogue, je ne l'ai pas eu. D'accord? Donc, c'est ce que je veux dire, il faut changer le rapport de force. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il y en ait, justement, et que tout le monde, tous ceux qui participent à l'environnement de l'entreprise, au bien-être de l'entreprise, essaient de ne pas stigmatiser l'un par rapport à l'autre. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Parfait, merci. Merci pour ce récit et ce vécu. Autre chose? Oui, je vais juste vous dire que, je dis encore, moi, suite au Covid, je dis merci le Covid, parce que le Covid nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de relativiser ma place du chef d'entreprise. J'ai une petite entreprise, on a réouvert au mois de mai, c'était le 10 mai. Moi, j'ai réouvert le 3 novembre. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas sentie prête à travailler. Je ne savais pas où j'allais puisqu'il fallait revoir toute la donne. Et c'est ça, c'est que le chef d'entreprise, il n'a pas... Moi j'aurais souhaité qu'on mette en place ce téléphone, en fait, cette ligne verte pour que le chef d'entreprise puisse appeler. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une écoute? On n'a pas ça en Guadeloupe, je ne pense pas. Non... Oui, mais l'écoute psychologique, pas pour dire, voilà, j'ai pas d'argent, comment je vais faire et tout. Non, on n'a pas cette écoute-là, ça. Moi, je veux dire, je prends le cas, un salarié qui a une difficulté, il sait qu'il va à l'inspection du travail, il sera écouté. Vous verrez rarement un chef d'entreprise pousser la porte de l'inspection du travail. D'accord? Vous avez des arrêts de maladie, vous irez, déjà, on ne les prend pas, parce que si on n'est pas là dans l'entreprise, il n'y aura pas d'entreprise. Et même là, on se dit, mais on ne s'autorise même pas à le prendre. Voilà, c'est ça, on ne s'autorise pas à les prendre. Mais moi, je vois par exemple mon cas d'apprenti, je me dis, mais qu'est-ce que le médecin du travail va penser que je fais à ce jeune? Non, mais attendez, vous avez un jeune de 15 ans, vous dites, mais on va me dire, mais je suis le bourreau. C'est un jeune de 15 ans, moi je suis une grande dame, je suis chef d'entreprise, donc forcément, j'ai tort. Voilà. Donc il faudrait rebattre les cartes et mettre tout à plat pour qu'on puisse avoir un dialogue effectivement entre tous. Très bien. Merci. Nicolas de Fontenay. Il y a des choses qui évoluent. Hein. Je suis aussi administrateur du CIST, donc la médecine du travail. Et au sein de la médecine du travail, aujourd'hui, et je laisserai le docteur Gallet évoquer, il y a un psychologue, il y a une psychologue qui est à temps plein maintenant et qui est à l'écoute. Hein. Et il n'y a pas de distinguo entre dirigeants ou employés ou salariés. Et donc, elle est tout à fait capable d'entendre lorsqu'il y a un vrai souci qui est d'ordre de ce que vous évoquez. Très bien. C'est sûr que vis-à-vis de la DIECT... Il faut le savoir. Voilà, c'est ça, vis-à-vis de la... Mais c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Hein, et j'en profite juste en même temps. C'est vrai que l'environnement actuel fait que, notamment avec le développement du télétravail, il y a d'autres problématiques qui vont se rajouter, mais vous avez une porte ouverte au niveau du CIST avec cette psychologue du travail qui est tout à fait disponible pour votre écoute s'il y avait un sujet particulier là-dessus. La transition est tout trouvée. Docteur Gallet.
Bonjour. Ça marche? Oui, très bien. Oui, j'ai entendu ce que dit madame. Avant le psychologue, il y a le médecin du travail. Donc, dans votre entreprise, pour votre entreprise, vous avez un médecin du travail qui a en charge votre entreprise, et vous pouvez tout à fait l'appeler, l'interroger et parler avec lui de votre problématique, puisque le médecin du travail est là pour s'occuper de l'entreprise, il a la prise en charge de l'entreprise, prise en charge des salariés de l'entreprise, bien entendu, mais aussi la prise en charge, et donc il peut s'adresser comme conseiller, il est conseiller d'entreprise, donc il est en tant que conseiller d'entreprise, il est conseiller de l'employeur comme des salariés. Ça, il faut bien le soutenir, et nous sommes pas là pour... nous sommes là pour avoir une prise en charge globale de l'entreprise, hein, bien entendu. Les seules personnes que l'on voit dans nos entreprises, effectivement, en consultation, ce sont les salariés, puisque le but de l'affaire, c'est que les salariés aient la meilleure condition de travail, et que nous veillons à leur qualité de travail et leur qualité et que dans la santé, sécurité et l'hygiène, tout soit aux normes. Hein. C'est quand même ça la première chose. Hein. La santé au travail existe depuis plus d'un siècle et demi. Elle a bien progressé, a commencé, on pourrait le dire historiquement, à commencer par les problèmes de plomb et de mine. Et puis après, ça a progressé où on en est maintenant. Moi, je suis très content que cette loi arrive pour qu'on puisse prendre en charge les employeurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, il va falloir qu'on avale tout ça. On avale tout ça parce que nos services de santé au travail, nous sommes habitués à prendre en charge en consultation les salariés, mais effectivement, les employeurs, il va falloir s'en occuper. Et je pense qu'il va falloir qu'on se renforce en psychologue, et il va falloir aussi qu'on se renforce on s'appelle aussi éventuellement manager du travail pour qu'on puisse aussi travailler avec eux. J'ai bien entendu qu'ils ont des difficultés de santé psychique, santé mentale. J'ai bien entendu qu'il y avait 30% en Guadeloupe qui étaient atteints, mais il y a d'autres régions en métropole qui sont aussi atteintes, à savoir l'Île-de-France qui a 30%, à savoir la Saône-et-Loire qui a 35%, etc., etc. Ça, vous reverrez les chiffres que monsieur Torres nous a présentés tout à l'heure, puisqu'il nous a été présenté l'autre jour à la RACT. Ça, c'est une autre chose. Attendez, je reprends mon fil. Donc, je suis très content parce que, effectivement, si on prend en charge la santé des employeurs, comme a dit la psychologue tout à l'heure, ils vont se rendre compte qu'ils ont des problèmes de santé et ils vont enfin reconnaître que aussi leurs salariés ont des problèmes de santé. Et qu'ils sont les mêmes hommes, ils sont les mêmes personnes, ce sont des gens de l'espèce humaine et du genre humain, et il va falloir quand même reconnaître l'autre. Et donc si c'est un apport à ça, ce sera très bien, et ce sera une grande avancée. Vous savez, dans la médecine du travail, moi par exemple, j'ai, comme mes collègues au CIST, on est 16 médecins, 6 infirmières, en tout cas pour les consultations. Nous avons en moyenne 5000 personnes, 5000 salariés en charge et 400 entreprises chacun. 400 entreprises, 5000 salariés, et en même temps, on est en communication avec nos collègues, donc s'il y en a un qui n'est pas là, on prend en charge les autres. Donc ça, c'est une première chose, c'est comme ça que ça se passe. Alors, effectivement, dans les avis d'inaptitude, les avis de souffrance que l'on a, la plupart des avis de souffrance que l'on a et d'inaptitude, donc qui amènent à des licenciements, moi je les vois, j'ai calculé, j'en ai pas beaucoup par an. Hein. Si on voit 1000, 1500 personnes en consultation, on verra, on aura une dizaine d'inaptitudes maximum par personne. Il y en a qui en ont plus selon les entreprises que l'on a en charge. Mais la plupart des inaptitudes sont des inaptitudes dues à des problèmes de risques psychosociaux, burn-out, agissement hostile et compagnie. Et donc ça se passe aussi
avec des salariés qui sont épuisés, auxquels on ne reconnaît pas leurs charges, qui ont des charges réelles de travail par rapport aux charges prescrites qui ne sont incommensurables, qui n'ont pas forcément toujours des conditions de travail qui sont satisfaisantes. Et s'ils les ont, ils ne sont pas toujours forcément satisfaits parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien. Il faut savoir que ça se passe aussi comme ça. Les salariés, c'est important. Et donc, moi, je suis d'accord pour m'occuper des dirigeants. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça va nous amener un dialogue beaucoup plus réel. Et ils vont enfin comprendre ce qui se passe. Et enfin, on va partir dans une communication beaucoup plus saine. On est d'accord pour s'en occuper, c'est évident. Alors après, je me pose la question, est-ce que ce sont les mêmes médecins du travail de ces entreprises qui doivent s'occuper des dirigeants? Est-ce que ce n'est pas un autre médecin affilié, un autre médecin d'une autre entreprise, enfin d'un autre système qui doit s'en occuper? Parce que, et bon, après, les deux médecins peuvent se faire un lien pour voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas toujours évident. Parce que si je dois m'occuper du médecin, le chef d'entreprise qui est en train de faire une dépression, et puis en même temps m'occuper de son salarié qui est aussi en train de dépression parce qu'il subit un harcèlement de son employeur qui pense qu'il est harcelé par l'autre, on part dans des histoires pas possibles. Donc c'est pas toujours évident. Donc il va falloir qu'on trouve le distinguo entre les uns et les autres. Très bien. Voilà. Nos tables rondes sont suivies en ligne et nous avons une question qui nous est parvenue. Docteur Gallet ou Monsieur de Fontenay, on verra qui c'est qui peut répondre. Je suis en micro-entreprise, ai-je accès au CIST? Oui, alors j'avais préparé un petit papier. Les seuls entrepreneurs que nous voyons en entreprise, en santé du travail, ce sont les micro-entreprises, les auto-entrepreneurs. Parce que ces auto-entrepreneurs, pour travailler dans des grandes entreprises comme celle de mon collègue M. de Fontenay, a besoin d'avoir un papier de la médecine du travail comme quoi il peut travailler chez eux. Alors donc il y a des micro-entreprises qui ont besoin de ce papier. Donc ils viennent nous voir pour qu'on leur fasse ça. Je donne un autre exemple de micro-entreprise, c'est les taximans. Les taxis viennent nous voir en tant que micro-entreprise. Ils sont à la fois gérants et en même temps chefs de leur taxi pour qu'on puisse leur faire une autorisation de travailler. Voilà, c'est les seuls que l'on voit, mais voilà, ils disent, c'est réglementaire. Mais ils viennent parce que c'est réglementaire. Et voilà, on part que là-dessus, et pas plus que ça. C'est pour le moment, on en est au bœuf à bas, parce que c'est la réglementation. Il fallait bien trouver un médecin pour leur donner l'autorisation de travailler. Voilà. Merci, docteur Gallet. Nous terminons cette table ronde avec Agnès Lautonne, que j'aperçois, qui est en ligne. Bonjour, madame. On ne vous entend pas. Parfait. Bonjour à tout le monde, on m'entend bien? On vous entend maintenant. Directrice adjointe... Là, vous m'entendez mieux peut-être. Parfait. Voilà, il faut que je mette le micro... Ça va aller. Ben voilà. 5 sur 5. Directrice adjointe du travail à la DETS, c'est ce qu'il faut dire maintenant, anciennement DIECT. Cette thématique... La DETS, nous avons changé de nom. Ah oui, ça change tout le temps. Cette thématique de la santé des dirigeants induit chez vous un véritable enjeu interne au sein de la DETS qui regroupe à la fois un pôle inspection du travail, qui peut paraître inquisiteur, selon là où on se trouve, et le pôle 3E. Donc c'est vraiment une culture, voilà, vous êtes un peu hybride. Voilà, on est au cœur, nous avons une mission, une mission qui est d'accompagner les entreprises, aussi bien au plan économique que sur le plan réglementaire, en respectant les textes qui sont applicables. Donc effectivement, quand on m'a interrogé, on m'a demandé de participer, de faire une contribution sur ce sujet, parce que effectivement, là, je suis responsable du service des collègues des inspecteurs du travail. Effectivement, on m'a dit oui, de toute façon, vous occupez que des salariés.
effectivement, nous, au pôle travail, à l'inspection du travail, notre mission, c'est de veiller à l'application de la réglementation, notamment du Code du travail, mais aussi des conventions collectives ou des accords collectifs. Et il faut que je précise quand même que nous avons quelques articles du Code du travail qui prévoient des dispositions qui sont aussi applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs, notamment dans le BTP. Il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques articles, il n'y en a pas beaucoup. Et ce que je voulais dire aussi, quand j'ai écouté Madame la députée, j'ai dit elle est en train de me spoiler mon intervention, parce que c'était une des premières personnes après les autres intervenants de cette deuxième table ronde dont on en parlait. C'est une des premières à avoir parlé de prévention et de démarche de prévention. C'est-à-dire que les intervenants de la première table ronde, et notamment les chefs d'entreprise, ont beaucoup parlé de santé et ils n'ont pas effectivement intégré, enfin, je ne dis pas qu'ils n'ont pas intégré, mais cette question de la démarche de prévention n'est pas intégrée et, comme le disait le professeur Frima, est considérée comme une contrainte, comme un coût et comme assorti de sanctions. Alors qu'il faut qu'on change, je pense que c'est le professeur Frima aussi qui l'a dit, il faut changer de paradigme, il faut changer de logique. La démarche de prévention est une démarche qui doit permettre, effectivement, qui doit être un investissement qui doit permettre à la fin de participer du développement de notre entreprise, doit permettre de participer de la recherche de performance de l'entreprise. Alors, comment? Le chef d'entreprise, très souvent, quand on parle de démarche de prévention, a tendance à se placer en dehors. C'est-à-dire que c'est la protection, la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Il faudrait, je vois que le cas dans certains CIST, certains centres de santé au travail, c'est le cas, il faudrait effectivement que le chef d'entreprise, quand il réfléchit à sa démarche de prévention, qu'il n'oublie pas de s'intégrer à cette démarche dans les recherches, la recherche de la préservation de la santé des salariés, surtout dans les très petites structures où l'employeur se retrouve à travailler au même titre que son salarié. L'employeur est tout aussi exposé aux risques, qui ne sont pas que des risques psychosociaux, qui peuvent être des risques physiques, les chutes, les expositions aux produits chimiques. L'employeur est tout aussi exposé que le salarié à ces risques-là. L'employeur on le disait, il est au centre de l'entreprise également. Donc, c'est un acteur clé, c'est un acteur de la démarche de prévention. Donc, même si les textes vont bientôt être votés pour les centres de santé au travail, pour inclure les employeurs, rien n'empêche que l'employeur, quand il fait sa démarche d'évaluation des risques, qu'il intègre les risques, qu'il intègre les risques qu'il identifie pour lui dans cette démarche de prévention. C'est-à-dire que dans une démarche de prévention, on doit normalement, les employeurs le connaissent, on appelle ça les principes généraux de prévention, donc on doit évaluer le risque, on doit l'éliminer, et si on ne peut pas l'éliminer, le réduire, ou élaborer un plan pour permettre de réduire ce risque. Donc, il me semble tout à fait possible, même envisageable, que les chefs d'entreprise s'associent et ne regardent plus la démarche de prévention dans l'entreprise comme étant ne concernant que les seuls salariés. D'accord ? Il faut, à mon sens, je pense que ça serait une très bonne démarche. À ce point de vue-là, on peut, nous, côté inspection du travail, les diriger vers nos partenaires qui peuvent les aider, notamment le service de direction, la direction des risques professionnels de la prévention sociale à la CGSS. Nous avons aussi, alors, pour faire le lien, comme vous parliez du fait que nous avons plusieurs pôles, dont le pôle 3E, entreprise, emploi, économie, entreprise, emploi. Nous avons aussi la possibilité donc d'accompagner ces chefs d'entreprise avec des dispositifs de soutien. Alors, ça sera plutôt des dispositifs de soutien. Donc, ça ne sera pas, je ne vais pas vous parler de dispositifs qui vont prendre en charge les coûts liés à
à la mise en place de la démarche d'évaluation et d'élimination des risques de santé, des risques pour la santé, je vais vous parler de process qui permettront aux chefs d'entreprise d'anticiper, de faire face aux changements économiques, par exemple en ce moment on est en pleine crise, pour faire face à toutes les mutations auxquelles ils sont confrontés. Donc nous avons les dispositifs dont je parle là, ça sera plutôt des dispositifs qui vont vous aider en matière de ressources humaines. Ça pourra alléger une des charges que connaît le chef d'entreprise, notamment le chef de très petite entreprise. Donc il y a plusieurs dispositifs, dont un qui est nouveau, qu'on appelle transition collective, qui doivent permettre aux entreprises de faire face justement à des difficultés, soit si elles connaissent des difficultés, soit si à un moment ou un autre on a prévu soit de se séparer de personnel, ou au lieu de se séparer de personnel, d'envisager de faire en sorte que ce personnel se reconvertisse. On a un dispositif qui a été mis en place avec les partenaires sociaux. Nous sommes un relais, et avec ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences, vous savez, les anciens AGFOS, Opcalia ou autres. Et dans ce dispositif, notamment de transition collective, il y a un thème qui est la professionnalisation de la fonction de ressources humaines dans l'entreprise, avec une possibilité de professionnalisation du dirigeant en matière de ressources humaines. Vous voyez, c'est des petits apports comme cela qui peuvent aider. Donc mon service, c'est pas mon service qui le fait, mais ce sont des apports comme cela. On a encore le FNE formation, on a plusieurs petits dispositifs. On a aussi le médiateur des entreprises qui est la porte d'entrée sur le soutien. Je parle un petit peu de vous, c'est ça? Madame Lautonne. Alors, vous avez sans doute entendu Madame Azor il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Qui faisait référence à une situation qu'elle a vécue. Vous pouvez comprendre, là on parle de santé des dirigeants, que certaines situations, justement, comme celle que Madame évoquait, puissent être mal vécues. Ah mais tout à fait, non, mais on comprend aussi bien. Alors je voulais répondre, que ce soit à Madame Azor ou à Monsieur de Fontenay, l'inspection du travail, nous n'avons pas un prisme que salarié. Nous sommes là, alors effectivement, pour que faire respecter les dispositions réglementaires et conventionnelles, mais nous avons aussi une mission de conseil. Sur le cas de Madame Azor, je verrai avec elle après, mais nous pouvons comprendre effectivement que des employeurs puissent sentir une pression et se sentir stigmatisés de par nos contrôles. Nos contrôles ne sont pas de contrôles pour stigmatiser l'employeur. Nous faisons des contrôles soit suite à une demande, soit suite à des plaintes, ou soit dans le cadre de nos campagnes nationales. Parce que parfois, souvent, nous faisons des contrôles qui ne sont pas dirigés contre une entreprise bien particulière. C'est dans le cadre de campagnes nationales ou régionales. Donc, on comprend très, 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 très aisément, et normalement, nous sommes à l'écoute, et ça peut effectivement parfois mal se passer, mais les inspecteurs du travail sont des agents de contrôle qui ont un sens aigu de leur mission, qui sont à cœur au fait de leur mission, et je pense pour le cas de Madame Azor, je verrai avec elle en direct. Très bien. On peut comprendre effectivement. Madame Azor, prenez votre micro. Oui, excusez-moi. Bonjour Mme Lautonne. Non, voilà, moi, j'ai évoqué mon cas parce que je le vis actuellement et que, Dieu merci, j'ai de la ressource, entre guillemets. Donc, je connais du monde, j'en parle, j'ai pu avoir quelques conseils. Mais la difficulté, la santé mentale, enfin, la santé des chefs d'entreprise, c'est d'une part la partie financière et d'autre part la partie gestion du personnel. D'accord? C'est ces deux pans-là, ça. Donc, on veut bien. On accepte cette difficulté financière, cette pression financière. Mais quand de côté, on n'a pas effectivement cette assistance, parce que vous me parlez d'assistance, mais je
j'aimerais bien qu'on interroge une centaine de chefs d'entreprise pour savoir comment s'est passé un contrôle. Moi, je ne disconviens pas. Vraiment, je ne mets pas je n'ai rien. Ce que je n'ai pas pu comprendre, c'est que il y a une oreille attentive et qui a poussé à venir en 1 heure de temps dans mon établissement, et que cette même oreille attentive, je n'ai pas eu en retour. Et c'est là où je me dis, mais c'est même pas la peine d'ailleurs, c'est même pas la peine. Donc c'est ce que je voudrais. Et je pense qu'il va y avoir une difficulté, puisque certainement que dans le mode de fonctionnement de la DIECT, il a toujours été, enfin, on a considéré que c'était à charge contre l'entreprise, contre le chef d'entreprise. Et il va falloir peut-être faire changer ces mentalités, effectivement, que ce n'est pas comme cela. Il va falloir établir un échange, un dialogue ouvert et franc, parce que moi j'y étais en toute franchise. Malheureusement, c'est ça mon souci. Ouais. Je suis peut-être trop honnête. Voilà. Parfait. Donc c'est ce que j'aimerais, qu'on travaille sur ça, qu'on mette en place ce dialogue. Merci à vous, et ça dépasse évidemment votre cas personnel. Il n'a pas vocation à être traité dans ce cadre. Alors, nous arrivons au terme de cette deuxième table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations? Oui? Alors, Monsieur Torres, vous souhaitez intervenir, professeur? Non, oui, d'abord, c'était pour aller aussi dans le sens de Madame Agnès Autonne, elle a raison. La question de la prévention est importante, et dans le cadre de la loi Lecoq-Grandjean, on va parler de services de prévention de santé au travail, les SPST. Mais permettez-moi de rajouter peut-être ce qui va se passer dans 5-10 ans. Parce que la prévention, c'est bien, mais n'oublions pas aussi la promotion. Parce que le mot prévention est un peu anxiogène. On fait de la prévention contre les facteurs pathogènes, contre les risques psychosociaux, contre le stress. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les facteurs salutogènes? C'est-à-dire les facteurs qui sont bons pour la santé. Et c'est là où le mot promotion est aussi important. Et donc, je réponds en même temps, et je termine, aux questions qui ont été posées. Il y a le médecin du travail a très justement dit, mais qui va s'occuper de ça? Qui va s'occuper de cette population? Et là, je prends ma casquette d'universitaire. Il va se poser la question de la formation des permanents et des personnels des services santé au travail. Et je vous ai dit tout à l'heure que les modèles de la santé au travail ne sont pas tous adaptés aux travailleurs non salariés qui sont en dehors des liens de subordination. Donc, je pense que très prochainement, l'Université de Montpellier va créer un diplôme universitaire sur la santé des dirigeants, je vous le dis. Et nous expérimentons aujourd'hui avec l'Observatoire Amaroc et 23 services de santé au travail d'Occitanie un outil numérique qui s'appelle Amaroc e-santé, qui permet à très peu de frais d'évaluer un petit peu la santé au travail des dirigeants. Et quand il y a un danger, et seulement quand il y a un danger, un système de dépistage s'enclenche pour permettre de tendre la main à ceux qui en auraient besoin. Et c'est en phase expérimentale là, dès le mois de septembre, en fonction des résultats, si ça s'avère probant, je vous garantis que j'attaquerai le plan national en partant de l'Occitanie, et que je ferai en sorte que tous les services santé au travail puissent s'équiper de cet outil. Voilà.